3. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé « L'Europe de la reconnaissance des risques à l'action ». Je suis accompagnée aujourd'hui de l'ensemble des économistes Europe avec Ina, Sylvia, Patricia, Jésus, Bastien et Adrien. Alors Jésus a un petit problème de transport, donc il nous rejoindra en cours de webinaire. Mais ça ne pose aucun problème. Nous allons vous présenter donc le scénario macro dans un contexte qui reste marqué par des risques importants. N'hésitez pas à poser vos questions via le Q&A et nous ferons mieux pour vous y répondre à l'écrit ou en fin de webinaire. Avant de vous présenter nos perspectives, je vais vous présenter les risques. Alors, de quels risques parle-t-on exactement ? Alors, sur cette première slide, je vous ai représenté l'enquête Eurobaromètre du Parlement européen et on peut constater que les trois principaux types de risques cités le plus fréquemment par les citoyens européens sont la défense et la sécurité, la compétitivité, l'économie, l'industrie et la dépendance énergétique, dépendance aux ressources et dépendance aux infrastructures. Alors, ces risques correspondent assez bien à ceux qui sont identifiés par les institutions européennes. Alors, du côté des risques externes, qui sont par exemple la sécurité ou les approvisionnements, le fil rouge est le risque politique. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, qui représente l'indice de risque géopolitique, cet indice a sensiblement augmenté au cours de la période récente, en particulier depuis 2022, mais la tendance s'est confirmée en 2024-2025 et on est aujourd'hui dans un régime de risque géopolitique qui est sensiblement plus élevé que celui qui prévalait avant la crise sanitaire et c'est un élément avec lequel il va falloir composer. S'agissant de la croissance européenne et en particulier de la zone euro, les résultats pour 2025 ont été particulièrement solides compte tenu du contexte et compte tenu de ces risques puisque la croissance en zone euro a atteint 1,2%. Pour 2026-2027, on s'attend à ce que la croissance reste encore relativement solide à 1,2%, avec une croissance du PIB de 1,2% en 2026 et 1,5% en 2027. Et de ce fait, la croissance restera très proche de son potentiel l'an prochain, mais supérieure à son potentiel en 2027, comme ça a été le cas en 2025. L'élément, j'allais dire, un petit peu inquiétant, c'est qu'en fait, le potentiel de croissance de la zone euro a sensiblement ralenti et devrait encore ralentir d'ici la fin de la décennie, puisque selon les projections de la Commission européenne, on devrait avoir une croissance potentielle de l'ordre de 1% d'ici 2030. Et on est bien loin des 2% de croissance potentielle qui étaient enregistrés avant la grande crise financière. Alors, pourquoi un rebond, finalement, une croissance qui résiste autant alors que les risques sont importants? Alors, il y a un premier élément qui est plutôt un élément que je qualifierais de psychologique, c'est les données d'enquête. Sur le graphique à droite, je vous ai représenté l'indice de sentiment économique pour l'ensemble de la zone euro et l'ensemble des agents. Et cet indice, on voit qu'il a eu tendance à s'améliorer au cours des derniers mois et il est même remonté à un niveau de 100, qui est plutôt un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2022. Donc cette amélioration du sentiment économique combinée à la baisse de l'incertitude est un facteur qui soutient plutôt qui est plutôt un élément favorable à l'évolution de la croissance. Alors, s'agissant de l'indice d'incertitude, ce qu'on peut constater, c'est qu'en 2025, en fait, il est resté relativement contenu en zone euro, excepté en avril, au moment du Liberation Day de Donald Trump. Alors, au-delà de ces éléments un petit peu abstraits, il y a des éléments beaucoup plus concrets qui soutiennent notre scénario de croissance. Alors, tout d'abord, il y a un marché du travail qui s'est montré très solide au cours des derniers trimestres. On a un taux de chômage qui s'est stabilisé tout au long de 2025 à un niveau bas et qui est même retourné à son point bas en fin d'année à 6,2% en décembre. Et sur l'ensemble de l'année 2025, on a observé
1,12 million de création d'emplois en zone euro. Alors, qui dit création d'emplois dit alimentation de la dynamique interne et notamment de la consommation des ménages. Un autre point qui est positif, c'est la reprise de l'activité dans le secteur industriel. Je vous ai représenté ici l'évolution du glissement annuel de la production industrielle. Alors, c'est des données lissées parce qu'il y a beaucoup de bruit dans l'évolution de la production industrielle. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en 2025, on est repassé en territoire négatif. Et par ailleurs, si l'on s'en réfère aux différentes enquêtes, et là, je vous ai mis l'enquête de la Commission européenne dans l'industrie, les anticipations de production ont augmenté de façon assez significative. Et ça suggère que la dynamique industrielle devrait s'affermir encore au cours des prochains trimestres. Autre élément encore qui est plutôt favorable, ce sont les conditions financières. Sur ce graphique, je vous ai représenté notre indice de conditions financières qui prend en compte différentes mesures, que ce soit les taux courts, les taux longs, les spreads de crédit. Et ce qu'on peut constater, c'est que cet indice de conditions financières est toujours en régime accommodant. Donc ça, c'est plutôt positif. Et en plus, il a même eu tendance à s'assouplir encore plus au cours des tout derniers mois. Et parallèlement à ces conditions financières qui ont été accommodantes, on a pu observer tout au long de 2025 une reprise du crédit aux entreprises non financières en zone euro. On a clôturé l'année sur des niveaux proches de 3% en glissement annuel, alors qu'on était à peine au-dessus de zéro en début d'année 2025. Un autre élément que je ne vous ai pas mis ici, mais qui est aussi important, c'est que je ne vous ai pas illustré, c'est en fait les débourses, enfin les versements dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience dans le cadre de Next Generation EU. Et en fait, ces déboursements ont fortement accéléré sur la deuxième partie de 2025. Ils ont atteint 76 milliards d'euros, alors qu'ils étaient à peine à 10 milliards d'euros sur le premier semestre, et ce qui fait en fait de l'année 2025 une année record en termes de fonds déboursés dans le cadre de ce programme avec 86 milliards d'euros. Donc ça va aussi contribuer à dynamiser des investissements dans des secteurs clés. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un ensemble d'éléments qui suggèrent que la croissance devrait rester relativement solide en zone euro, alors peut-être modérée comme le suggère notre indicateur avancé, puisqu'on est plutôt sur une croissance de l'ordre de 0,2% par trimestre au cours des prochains trimestres, mais une croissance modérée mais solide. Donc ça, c'est déjà un premier élément à retenir. Ensuite, on ne peut pas parler en fait de scénario sans revenir sur les tarifs américains qui ont été appliqués notamment aux produits européens, mais pas seulement. Alors, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que en fait, ces tarifs ont fortement impacté les échanges, mais aussi on est dans une situation où les pays de la zone euro sont impactés de façon assez différente. Sur le graphique qui illustre les droits de douane pondérés par la structure des exportations, on voit que finalement l'Irlande fait face à un tarif, à des droits de douane de l'ordre de 8%. Ça, c'est selon nos estimations pour le mois de décembre 2025. Alors qu'en zone euro, on est sur une moyenne de 14%. Donc, on a des pays qui sont plus ou moins affectés. Et ça s'est évidemment traduit par des performances à l'exportation différentes, même si pour 2025, la tendance a été en grande partie portée par des comportements d'anticipation des importateurs américains. Cela dit, ce qu'on peut constater, c'est que le bilan pour 2025 en termes d'échanges d'exportation vers les États-Unis n'est pas aussi alarmant que ce qu'on pouvait craindre, en tout cas d'un point de vue global. Si on enlève l'Irlande, les exportations de la zone euro vers les États-Unis ont baissé d'à peu près 5%. Avec l'Irlande, on est plutôt sur une progression de 3,5%. Et par contre, on voit que la situation est très différenciée entre les pays, puisqu'en France, on a une baisse d'à peine 1%, alors que l'Allemagne ou l'Espagne accusent des baisses de plus de 9%. L'Italie s'en sort plutôt bien avec une progression de ses exportations de 7,2%.
2%, là aussi lié à la structure de ces exportations. Mais d'un point de vue plus global, l'évolution du commerce de marchandises de l'Union européenne a été marquée par une baisse, un ralentissement significatif du commerce extra-Union européenne. C'est ce que vous voyez sur le graphique avec la courbe en vert. Alors ça s'explique évidemment par les tarifs, mais pas seulement. Ça s'explique aussi par des facteurs structurels tels que les pertes de marché de l'Europe, qui sont plutôt une tendance qu'on observe depuis quelques années et une tendance qui était déjà présente avant la crise sanitaire. Donc cette perte de compétitivité se traduit par notamment une forte baisse des exportations vers la Chine. En 2025, les exportations vers la Chine ont baissé de 6,5%. Elles avaient déjà baissé de près de 5% en 2024. Donc on a vraiment un repli des exportations vers des exportations extra-européennes. Alors, dans ce contexte-là, les récents accords commerciaux conclus avec le Mercosur et avec l'Inde constituent des facteurs qui peuvent compenser ces pertes de parts de marché et permettre justement un redressement de la place de l'Europe dans le commerce mondial. Et ils permettent aussi de sécuriser certains approvisionnements, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur le commerce intra-européen, alors ça, je pense que c'est un élément qu'il faut souligner parce que en fait, les dernières données et sur l'ensemble de l'année 2025, on a observé un redressement du commerce intra-européen. Ça, c'est plutôt bon signe parce que ça traduit un petit peu un rééquilibrage sur le marché unique et ça suggère aussi que ce moteur des échanges intra-européens devrait être un facteur de croissance au cours des prochains trimestres, d'autant plus que, comme on va le voir dans les perspectives sur les perspectives pays, on a des éléments qui suggèrent que ce commerce intra-européen devrait encore s'intensifier. Alors, en fait, le renforcement de l'économie européenne passera évidemment par une amélioration de la compétitivité sur laquelle la Commission européenne essaye de travailler, notamment par la signature d'accords commerciaux, mais pas uniquement. Le renforcement de l'économie européenne passera aussi par le renforcement du marché unique et par des finances publiques saines. Alors, sur ce point, Bastien, que peux-tu nous dire de l'évolution des finances publiques en Europe ? Oui, merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Donc tu l'as bien dit, hein, c'est avoir des finances publiques saines, ce sera un élément important pour l'avenir, essentiellement, notamment pour pouvoir faire face à des chocs externes, hein, comme ça a pu être le cas avec la crise du Covid-19. Et à ce sujet-là, en tout cas, on observe une certaine hétérogénéité. Et par finances publiques saines, qu'est-ce qu'on entend? C'est à minima rester dans le cadre des règles budgétaires européennes ou sinon essayer de tendre vers ce cadre-là. Et l'élément important, notamment, c'est celui de la trajectoire de l'endettement des différents États européens. Et bien sûr, alors là, pour le coup, on peut voir sur les différents graphiques à droite le niveau d'endettement des différents pays, eh bien, on a vraiment une certaine hétérogénéité avec, bien sûr, on va dire les bons élèves habituels, hein, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et à côté de ça, en tout cas, les mauvais élèves comme la France et la Belgique. Et on va dire, en plus de ça, une dernière catégorie qui sont les nouveaux bons élèves, essentiellement parce que eh bien, ces derniers ont fait des réformes assez importantes qui les a ramenés dans une trajectoire baissière et pour lequel on s'attend à ce qu'au cours en tout cas des prochaines années, à moyen terme, cette trajectoire continue de baisser. Par là, j'entends l'Espagne et le Portugal. Et pour le coup, je vous invite à vous déplacer sur le graphique de gauche, pour lesquels on a voulu représenter à la fois les projections des déficits que l'on anticipe pour les différents États européens et également la zone euro. Et à côté de ça, on a mis le déficit qu'il faudrait atteindre pour stabiliser ce ratio d'endettement. Et on voit bien que, voilà, encore une fois, une certaine hétérogénéité. Et ceux qui
sortent du lot quelque part, hein. On l'a vu, c'est la France, la Belgique, avec des niveaux en tout cas de déficit projetés qui sont bien supérieurs à ceux que l'on pourrait espérer pour stabiliser ce ratio d'endettement. Et donc, qu'est-ce que ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par une certaine vulnérabilité, par le fait, voilà, d'encaisser un choc extérieur. D'autant plus qu'on l'a dit, hein, les défis futurs seront assez nombreux. Comme par exemple, hein, on l'a dit, le vieillissement de la population, la transition énergétique et digitale, mais également on a depuis peu, hein, ce virage de la défense. Et si en plus de ça on rajoute le contexte des taux d'intérêt plus élevés qui devraient en tout cas rajouter un poids supplémentaire sur le coût d'endettement, tout ça mis bout à bout va mettre une certaine pression à court terme sur les finances publiques de ces différents États. Merci Bastien. Alors, quelle influence cela aura-t-il sur l'orientation budgétaire des différents pays de la zone euro? Tout simplement parce que, bah, avoir en tout cas la flexibilité financière ou en tout cas avoir une certaine marge de manœuvre financière permet, on va dire, de faire face à, en tout cas aux différents chocs. Et on l'a vu dans tes slides, hein, c'est que l'un de ces risques, c'est le risque de compétitivité et pour l'industrie. Et l'Allemagne l'a bien compris puisqu'elle est touchée de plein fouet par cette problématique. Et bien sûr, hein, on l'a appris, hein, l'Allemagne va en tout cas dépenser assez fortement cette année pour, eh bien, en tout cas essayer de contrer ce choc négatif lié à cette perte de compétitivité. Et ce qu'on attend, en tout cas nous, dans la zone euro, c'est que l'Allemagne tire à la hausse, en tout cas la politique budgétaire expansionniste de l'ensemble de la zone euro, alors qu'à contrario, on a toujours, si on remarque, voilà, sur vos slides, France, Italie, Espagne, que ces derniers vont plutôt avoir une politique budgétaire restrictive, avec la poursuite, voilà, d'une consolidation budgétaire qui devrait plutôt avoir un impact négatif sur leurs économies. Mais néanmoins, grâce en tout cas à ce plan fiscal allemand, ça devrait, au global, si on prend l'ensemble de la zone euro, amener à une impulsion budgétaire relativement positive pour 2026, plus 0,2 point de pourcentage avant de passer négatif en 2027. Et donc, ce qui est plus ou moins aligné avec le fait que l'on s'attende à en tout cas une croissance dans la zone euro proche du potentiel en 2026. Merci beaucoup Bastien. Donc, à l'échelle de la zone euro, la politique fiscale sera un élément de soutien cette année avant de devenir restrictive en 2027. Patricia va nous présenter le scénario BCE, mais avant cela, Patricia, quelles sont nos prévisions d'inflation pour la zone euro pour 2026 et 2027? Merci Nathalie, bonjour. Et pour la zone euro, nous prévoyons une inflation qui se stabilise autour de 1,9% en 2026, avec une trajectoire légèrement à la hausse et à 2% en 2027, en raison des facteurs macroéconomiques clés. Et nous attendons une croissance du PIB de 1,3% en 2026, puis une croissance plus importante en 2027 à 1,5%. Un taux d'échange euro-dollar qui se stabilise autour de 1,21 et puis des prix de l'énergie inférieurs aux prix observés en 2025. Donc, on a un Brent à $64 par baril en 2026, puis qui remonte légèrement à 66. Et puis les prix du gaz qui continuent à diminuer en 2026 et en 2027. Ces facteurs soutiennent une inflation légèrement plus élevée en 2027. Et nous anticipons une inflation sous-jacente qui continue à diminuer, passant de 2,1% en 2026 à 1,9% en 2027, en raison notamment de la progression des salaires. Et pour les quatre grands pays, donc notre trajectoire d'inflation reflète des différences structurelles. Et on a l'Allemagne avec une trajectoire stable autour de 2% en 2026 et 2027. Et en France, l'inflation à 1,2% en 2026, puis 1,5% en 2027. C'est là un décalage avec les niveaux bas observés en 2025, qui étaient liés en particulier au prix de l'électricité et des prix du pétrole.
Et en Italie, donc une inflation plus modérée en 2026 avec une augmentation en 2027. Cela suit les prix de l'énergie. Et puis en Espagne, on voit une inflation qui poursuit sa trajectoire à la baisse. Donc en 2027, elle est attendue plus basse qu'en 2026, liée à une croissance du PIB qui est plus modérée. Et dans tous les cas, on peut dire que les dénominateurs communs restent une dynamique d'inflation qui se normalise. Merci Patricia. Alors, une inflation légèrement sous la cible, donc sur l'horizon de projection, quels facteurs sont susceptibles de modifier à court terme notre scénario BCE? En ce qui concerne notre vision sur les taux directeurs, si notre scénario se réalise, et la BCE garderait ses taux inchangés jusqu'au début, enfin au moins début 2027. Toutefois, nous voyons comme principal facteur de risque une plus forte appréciation de l'euro face au dollar, ce qui pourrait justifier bien évidemment une révision des taux. Et c'est ce qui montre notre graphique à droite, et avec un taux d'échange à 1,25 ou 1,30, il y a un risque de s'éloigner du taux d'inflation cible de 2%. Dans ce scénario, la politique de la BCE pourrait aller vers une baisse des taux au cours de l'année 2026. Merci beaucoup, Patricia. Nous allons maintenant vous présenter nos perspectives pour les principaux pays. On retrouve Bastien. Nous l'avons vu, le plan fiscal allemand sera un élément fondamental de la croissance allemande en 2026-2027. Y a-t-il des risques liés à son implémentation? Alors oui, Nathalie, tu l'as dit, hein, en tout cas, ce sera un élément fondamental de notre scénario en 2026-2027. Et pour le coup, il est légitime de se poser cette question. Mais avant ça, je pense un élément de contexte, le fait que 2025 a été une année où l'Allemagne a retrouvé une croissance positive après 2 années de contraction de son activité économique. Donc ça, je pense que c'est important de le noter, et également que, en tout cas, d'après les résultats préliminaires, on a eu une croissance de 0,3 points de pourcentage au 4e trimestre, qui devrait donner un certain momentum, hein, pour l'économie allemande dans ce début d'année 2026, pour lequel on s'attend bien sûr à une montée en puissance assez significative de ce plan fiscal allemand, qui devrait en tout cas donner une impulsion maximale à partir de 2026, avant de se réduire progressivement en 2027. Et c'est peut-être également un élément important pour nous, on s'attend à ce qu'il passe négatif en 2028, essentiellement par rapport à des hausses de taux de contribution à la sécurité sociale, qui devraient peser en tout cas sur le revenu disponible des ménages en 2028. Néanmoins, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que celui-ci va se matérialiser? Et pour répondre à cette question, en tout cas, si on passe à la slide suivante, c'est qu'on commence à avoir des éléments qui vont dans ce sens, en tout cas dans le sens de notre scénario, à savoir que on a observé au 4e trimestre de l'année de fin d'année dernière une hausse assez importante des ordres manufacturiers, à la fois, donc ce qui est évidemment, ça fait sens au niveau domestique, mais peut-être qui est un peu plus surprenant, c'est au niveau des ordres en tout cas qui viennent de l'étranger. Et ça nous laisse en tout cas anticiper un rebond important du côté de la production manufacturière, même si, et donc ça pour le coup, si on se retourne vers le graphique de droite, on n'observe pas en tout cas de hausse pour l'instant de l'indice manufacturier, même si voilà, la dernière observation date de décembre, et donc on s'attend à ce que voilà, les chiffres observés dans les ordres se matérialisent en cours d'année 2026. Mais est-ce que ce plan fiscal sera le seul moteur de la croissance allemande? Alors, évidemment que ce sera un élément important, mais selon nous, ce ne sera pas le seul, étant donné qu'on s'attend également à ce que, en tout cas, l'élément de la consommation privée soit également moteur de la croissance allemande, essentiellement parce qu'on s'attend à ce que la hausse assez importante, hein, du salaire minimum en Allemagne, pour rappel, plus 8,5% en 2026, plus 5% en 2027, et un effet assez important sur les gains de pouvoir d'achat au global, mais également, hein, et une influence sur
cas la hausse des salaires au global qui devrait amener une hausse, en tout cas, du pouvoir d'achat dans les années à venir. Et donc, si on associe à la fois ce plan fiscal allemand et en tout cas, cette stimulation de la consommation privée, on s'attend à ce qu'il y ait un certain choc de la demande intérieure qui, et ça, tu l'as bien évoqué dans, en tout cas, tes chiffres sur le commerce extérieur. Bah, on a eu, en tout cas, des effets, avec la Chine notamment qui, ont montré que, bah, on a eu une détérioration de la balance commerciale européenne vis-à-vis de la Chine. Et c'est exacerbé, je dirais, avec l'Allemagne puisque, dans tes chiffres, tu montrais qu'on avait aux alentours de plus 6% d'augmentation d'importation, moins 6% en exportation, alors que l'Allemagne, c'est plus 9% d'importation, moins 9% d'importation. Et ça, on l'a évoqué, c'est pour l'Allemagne une perte de compétitivité qu'on a observé ces dernières années. Alors plusieurs éléments peuvent expliquer cela, mais néanmoins, on s'attend à ce que ce facteur de perte de compétitivité, associé à ce choc de la demande, ait une influence dans la détérioration de la balance commerciale allemande, à la fois vis-à-vis des, en tout cas surtout vis-à-vis des pays non européens. Et donc, mis bout à bout, voilà, on s'attend à un effet positif de ce plan fiscal, également, consommation privée et pour finir en tout cas un élé pardon, un effet négatif, pardon, sur la balance commerciale. J'ai un peu de mal à trouver mes mots, pardon. Merci, merci Bastien. Ce qui est certain, c'est qu'en France, les dépenses publiques ne devraient pas être un moteur aussi puissant qu'en Allemagne. Adrien, peut-on être optimiste sur l'économie française? Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Oui, il y a plusieurs facteurs d'optimisme. Alors le premier facteur, tout simplement, déjà, c'est que la France a un budget, la France a un gouvernement, et surtout, on voit que l'économie résiste. Et l'économie a jusqu'à présent résisté mieux que ce à quoi on s'attendait il y a encore un an. Et on reste, en tout cas, on pense que ces moteurs qui ont soutenu l'économie française jusqu'à présent continueront de l'être pour les 2 années à venir, avec en tout cas plusieurs facteurs de soutien que je vais un petit peu détailler. Donc le premier point déjà, en tout cas à court terme, c'est que on a depuis la dissolution donc de juin 2024 une incertitude, un niveau d'incertitude qui est extrêmement élevé. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite, où en fait traditionnellement en France c'est assez calme, et en fait tous les 5 ans, et surtout lorsqu'on a des élections présidentielles un petit peu incertaines, on a un pic d'incertitude. C'est ce que vous pouvez voir donc à droite en 2017, où il y avait eu un gros pic en raison notamment des craintes de Frexit. Après, c'est assez bas. Et puis là, depuis la dissolution, on est à des niveaux d'incertitude qui sont historiquement élevés, qui sont comparables donc à ceux d'élections présidentielles incertaines. Et donc ça pèse sur l'activité. L'incertitude a un effet très négatif sur l'activité, de l'ordre de moins 0,2, moins 0,3 points selon nos calculs. Et donc avec une croissance de 0,9% en 2025, sans ce choc d'incertitude, très probablement, on aurait été au potentiel de l'économie française, donc autour de 1,1%. Donc, en tout cas, pour nous, on a plusieurs raisons qui nous font croire que l'incertitude politique, du moins, devrait baisser au premier semestre 2026. La première, c'est très simple, c'est que la France a un budget, je l'ai répété, et donc, comme il y a moins d'incertitude de chute imminente de gouvernement, le risque de dissolution nous paraît beaucoup plus faible qu'il y a encore quelques mois. Et donc, derrière, ça permet de faire baisser cette incertitude et donc de soutenir un petit peu à l'économie française, qui se retrouve dans les spreads. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne qui avait atteint 80 BP en septembre, même avec un pic à 86 lors de la chute du gouvernement Le Cornu. Là, on est revenu autour de 60 points de base. C'est beaucoup plus bas. Et donc, on voit bien qu'il y a une détente, du moins sur l'économie française. Et le troisième facteur dont je parlais, c'est quand même une résilience de l'économie. Alors, en 2025, c'est un petit peu compliqué puisqu'on a eu une période de stockage qui a été compensée par une contribution négative du commerce extérieur. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, même si c'est un petit peu compliqué à lire. En revanche, en 2026 et 2027, on aurait une demande intérieure qui serait un peu plus robuste. Alors, la consommation des ménages demeurerait faible pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gains de pouvoir d'achat seraient très modérés, des salaires nominaux qui seraient assez faibles, réels légèrement positifs, même si l'inflation est faible, Patricia a eu l'occasion de le dire. Donc ça, c'est le premier point. Une consommation publique, une impulsion publique qui serait faible puisqu'on a une consolidation budgétaire, c'est ce que tu disais Nathalie, un investissement des entreprises qui résiste et un investissement des ménages qui recontribuerait positivement à l'économie après plusieurs années de contribution négative. Le deuxième point d'optimisme, c'est le redressement des enquêtes dont tu parlais Nathalie, avec déjà le premier point,
c'est que sur le graphique de gauche, c'est le climat des affaires de l'INSEE. La courbe violette, c'est le climat global. Vous voyez, il a perdu 4 points au moment de la dissolution de 2024, et il ne les avait pas retrouvés. Et là, on a quand même une amélioration qui est très nette depuis l'été 2025. On est quasiment revenu à la moyenne de long terme. La moyenne de long terme, c'est 100. C'est à peu près le rythme de croisière de l'économie française. C'est à peu près 0,3% par trimestre. Et donc, c'est complètement compatible avec le rythme de 1% de croissance en moyenne sur l'année, avec un momentum qui est très clair dans l'industrie manufacturière. C'est la courbe verte que vous voyez largement dépasser sa moyenne de long terme. Et ça, c'est parce que la croissance est tirée par un petit nombre de secteurs, et notamment par les points forts de l'économie française. Et le premier point fort vraiment de l'économie française, c'est l'aéronautique et spatiale. L'aéronautique et spatiale, hein, alors vous voyez, il y a un peu de bruit sur la courbe bleue à droite au mois le mois. Néanmoins, quand on lisse un petit peu, on a la production industrielle dans les matériels de transport qui augmente de 12% sur l'année. Hein, c'est énorme, et c'est même plus 18% quand on regarde les produits aéronautiques, pour représenter en tout cas 70 milliards d'euros à l'exportation. C'est absolument énorme. On a d'autres secteurs qui vont moins bien. C'est le cas de l'agroalimentaire, par exemple. C'est la courbe violette que vous pouvez voir, mauve, que vous pouvez voir sur le graphique de droite. Tu avais mentionné également la question des droits de douane. Alors, on a plutôt des échanges qui résistent avec les États-Unis, hein, notamment dans l'aéronautique, puisqu'il y a des exemptions. En revanche, on voit que pour les produits qui sont directement concernés par les droits de douane, on a des chutes, par exemple, assez importantes d'exportation pour les vins et spiritueux, hein, où on est quasiment à moins 50%. On est à moins 25% sur les parfums et cosmétiques, moins 15% pour la maroquinerie. Donc, on voit malgré tout qu'il y a des freins qui viennent de l'extérieur. Un autre point fort dont je n'ai pas parlé, mais qui est très net, c'est la défense, hein, le virage de la défense dont Bastien parlait. Oui, la production industrielle dans le secteur de la défense, on est à plus 20% en France par rapport à avant la guerre en Ukraine. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle dans l'absolu. En revanche, pour l'économie française, c'est clairement un point extrêmement positif. Un troisième point... Ouais, pardon. Non, mais vas-y. Non, un troisième point dont on voulait parler effectivement, c'est la question de la compétitivité qui me paraît extrêmement importante, et notamment la compétitivité coût de la France. Patricia l'a dit au départ, on a une inflation française qui est attendue plus faible que celle des autres pays de la zone euro, donc à peine au-dessus de 1% en 2026, hein, c'est moins que l'Italie, moins que la zone euro, moins que l'Allemagne qui est autour de 2%. Et en fait, ce n'est pas la première année que c'est le cas. Quand on cumule les taux d'inflation depuis l'avant Covid, hein, depuis janvier 2019, on voit que l'inflation en France a augmenté de 20%, alors que c'est de l'ordre de 28% en Allemagne, 25% en moyenne en zone euro. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche. Et donc ça veut dire qu'il y a une forme de désinflation compétitive en France et une amélioration du coût de la main-d'œuvre. Et ça, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique au centre, où avant Covid et surtout entre 2000 et 2010, on avait un coût de la main-d'œuvre qui augmentait beaucoup plus vite en France qu'en Allemagne. Là, c'est l'inverse, hein. On a un coût du travail qui augmente plus vite en Allemagne qu'en France, hein. Bastien le mentionnait, une hausse du SMIC de l'ordre de 8,5% en Allemagne. En France, le SMIC, il a augmenté de 1,2% au 1er janvier. Donc ça, c'est des choses qui sont très différentes. Et donc, ça veut dire que le coût de la main-d'œuvre en France croît moins vite qu'en Allemagne, même si, évidemment, il y a la dynamique et il y a le niveau. Et donc, depuis très longtemps, pour la première fois depuis très longtemps, on a un coût de la main-d'œuvre dans le secteur en tout cas dans les branches marchandes non agricoles, qui est désormais inférieur en France à celui de l'Allemagne, puisque vous voyez, c'est le graphique de droite, on est passé sous l'Allemagne. Donc, on reste bien au-dessus du coût de la main-d'œuvre qu'on peut retrouver au Portugal, en Espagne ou même en Italie. En revanche, dans le secteur manufacturier, il est en dessous, légèrement au-dessus dans les services, mais en moyenne, on est très proche désormais de l'Allemagne, ce qui est une bonne nouvelle du côté de la compétitivité coût de la France. Alors, des leviers donc pour la croissance française, mais quels sont les risques, Adrien ? Oui, tu as tout à fait raison, Nathalie. Effectivement, donc les voyants plutôt au vert pour le premier semestre, hein. La France a un gouvernement, elle a un budget. Également, il risque d'y avoir plutôt des bonnes nouvelles qu'on attend sur le déficit public, que nous, on attend à 5% en 2025, alors que le gouvernement, à 5,2% en 2025, pardon, alors que le gouvernement est à 5,4%. Donc, plutôt des bonnes nouvelles. Des élections municipales avec lesquelles on s'attend à très peu d'enseignement au niveau national. Donc,
très peu de bruit. En revanche, c'est vrai qu'à partir de la fin de l'été et de la rentrée, on identifie un certain nombre de risques. Le premier, c'est que il va y avoir malgré tout le budget, le budget 2027 qui va s'annoncer très difficile puisque le Parlement reste fragmenté sans majorité et surtout qu'on va se rapprocher des élections présidentielles avec probablement des primaires entre partis ou entre tendances politiques qui devraient avoir lieu à partir de la rentrée. Et puis après, on va véritablement rentrer début 2027 dans la campagne présidentielle. Donc, comme je vous le montrais, c'est des périodes de forte incertitude et donc évidemment des risques pour l'économie française. Merci Adrien. On va maintenant passer à l'Europe centrale. Ina, dans ta dernière publication, tu mets en avant l'idée que l'Europe centrale surperformera les autres pays d'Europe. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Oui, passons à l'Europe émergente, peut-être. Je vous propose peut-être de s'arrêter sur les trois économies, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Donc, je vais citer surtout l'exemple de ces trois pays. En effet, on atteint quand même un beau momentum en termes de croissance qui a déjà commencé cette année pour certains pays comme la Pologne, comme vous voyez sur le graphique de gauche. Mais regardez les lignes bleues turquoise. Donc, vous voyez que pour la Pologne, et même pour la Hongrie, qui était plutôt en retard par rapport à ses deux voisins, et la République tchèque aussi, qui a eu un bon momentum déjà cette année, donc l'année prochaine également. Tous les trois pays vont afficher la croissance qui est bien supérieure à celle des pays de la zone euro en moyenne. Donc, évidemment, l'alignement des planètes fait qu'il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer en fait à cette performance. Donc, si on regarde peut-être par agent économique, donc si on regarde les ménages, il y a toujours la bonne dynamique des salaires réels. Et donc ça, vous voyez sur le graphique de droite. Donc, bon, sans forcément rentrer dans beaucoup de détails des chiffres, vous voyez que c'est autour de peut-être 4% en moyenne. Et ça, c'est un réel. À vrai dire, si je vous donne les chiffres plus exacts, depuis 2 ans, on est à peu près à 6,5% en Pologne et en Hongrie, autour de 5% en Tchéquie. Et en nominal, vous pouvez imaginer, c'est encore plus, donc entre 7 et 11%. Donc, de quoi booster en fait les revenus de ménage dans ce contexte du marché de travail qui restera structurellement tendu pour des raisons plutôt démographiques, mais à la fois une baisse de l'inflation quand même, néanmoins pour d'autres raisons, plutôt des prix de l'énergie qui resteront en dessous peut-être de leur tendance de ces dernières années, mais aussi certains caps sur le prix élémentaire comme c'est le cas en Hongrie. Donc les consommateurs sont en bonne santé dans tous les trois pays donc, de cette zone-là. L'investissement, il y a évidemment les fonds européens qui ont un énorme soutien, notamment encore une fois en Pologne, qui se distingue quand même pas mal sur plusieurs points. Donc, et c'est pour ça que vous voyez sur le graphique de gauche que c'est le pays qui va bénéficier en fait de cet alignement des planètes pour afficher la croissance bien supérieure même donc à la moyenne de l'UE et de la zone. Donc, c'est vraiment le moteur de la croissance de l'Union européenne. Donc, si on revient en fonds européens, peut-être montrer juste le slide suivant, juste vous donner les ordres de grandeur. Donc, si on prend juste une partie de ces fonds-là, donc ce qui est en fait les fonds RRF, un pourcentage du PIB, la Pologne a bénéficié donc d'une allocation de 7% de son PIB, ce qui est quand même un soutien très important. C'est à peu près 5% en Hongrie, mais comme vous le savez, une grande partie en fait de ces fonds-là a été gelée, a été suspendue. Donc la Hongrie n'a malheureusement pas pu bénéficier donc de ce soutien-là, et c'est pour cela en fait que l'investissement est en berne dans ce pays-là. Et la Tchéquie, donc c'est un montant qui est beaucoup inférieur à 3% du PIB, qui a été distribué de façon plutôt graduelle. Par contre, oui, une grande question sur l'absorption de ces fonds. Donc, clairement, ils vont devoir accélérer. Apparemment, ça a été déjà le cas en 2025. Et donc, ça va continuer encore. Ça devrait continuer en 2026, sachant que la date butoir, c'est quand même la fin de l'année pour ce type de fonds. Après, il y a toujours le fonds de cohésion, tous les fonds du programme de cohésion qui vont aussi venir en soutien à partir de l'année 2027. Un autre facteur qui va soutenir l'investissement, c'est évidemment
la croissance allemande, Bastien nous a bien expliqué tout le facteur, tout le moteur qui vont assurer cette reprise. Donc évidemment, cette zone-là étant étroitement liée par les chaînes en fait de valeur, par les chaînes de production, notamment dans le secteur automobile, donc va évidemment bénéficier de cette demande supplémentaire donc de leurs grands voisins. Et un autre facteur qui est important à la fois pour l'investissement et pour la consommation, c'est le policy mix qui restera très favorable. Donc d'un côté, on a les dépenses typiquement massives du côté polonais sur la défense. Donc je vous rappelle que c'est le seul pays qui va atteindre déjà les 5% du PIB qui sont prévus par l'OTAN, bien en avance en fait de la deadline officielle de 2032 de mémoire. Mais à la fois, il y a quand même pas mal de subventions et d'autres programmes de soutien, les programmes qui, j'ai déjà mentionné en fait, qui réduisent le coût de l'énergie pour les ménages, pour les entreprises, réduisent le coût en fait, des produits alimentaires, les programmes de soutien pour le secteur immobilier. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui font que la consolidation, il n'est pas encore là et le contexte électoral dans certains pays fait que l'effort de consolidation en 2026 sera quand même bien que modeste, quasi inexistant. C'est le cas de la Hongrie et de la Pologne. C'est là où on s'inquiète, à vrai dire, un petit peu, mais on en parle un peu plus tard. Côté politique monétaire, je vous propose de regarder le graphique de gauche. Encore cette ligne bleu turquoise, vous voyez qu'elle est bien en dessous en fait des niveaux des taux. En fait, les trois autres lignes représentent en fait les niveaux des taux directeurs des banques centrales, et cette ligne bleu turquoise, c'est la moyenne de l'inflation en fait dans ces trois pays. Et on voit que cette moyenne, elle est bien en dessous. Donc, on a en fait une sorte d'undershooting donc de l'inflation par rapport à la cible des banques centrales. Donc le taux réel reste positif. Donc il y a encore en fait un petit peu de potentiel de baisse des taux directeurs. On en voit à peu près 2 en Pologne, peut-être jusqu'à 3 en Hongrie. Un peu plus de doute peut-être en Tchéquie, mais potentiellement encore une baisse, sachant que l'inflation a été quand même extrêmement faible sur le mois de janvier. Et donc, on a tous ces facteurs-là, le fonds européen, croissance allemande, policy mix extrêmement favorable, les salaires qui montent. Donc, tous ces facteurs-là, ils vont venir au soutien de la croissance de la zone Europe centrale. Merci beaucoup, Ina. Okay. On a un petit problème. Ah, ça s'affiche. On va passer maintenant à l'Europe du Sud. Jésus, bonjour. Quelles sont nos perspectives? Bonjour. Tu as réussi à nous rejoindre? J'ai réussi à vous rejoindre, ce qui me permet finalement d'apporter une touche positive. Si on regarde les perspectives de l'Europe du Sud, on voit qu'il y a clairement alors on ne le voit pas parce que le graphique ne s'affiche pas, mais en gros, ce qu'on voulait vous montrer à gauche, voilà, c'était une croissance en fait dans les deux pays de la péninsule ibérique à 2,1% et 2,2% en Espagne, donc nettement au-dessus de la croissance de la zone euro, qui poursuivent sur leur élan, et une Italie finalement qui se retrouve un petit peu en retrait. Alors qu'est-ce qui explique finalement cette situation? C'est d'une part la bonne tenue de la demande domestique dans ces deux pays ibériques, Portugal et Espagne, et notamment une consommation privée qui est soutenue. Alors une consommation privée qui a augmenté au rythme d'environ 3% dans les deux pays, alors qu'elle était plutôt autour de 1% en Italie, donc pareil, en retrait. Et ça, d'où ça vient? Ça vient des revenus des ménages qui, d'une part, bénéficient d'une croissance réelle. Patricia nous l'a dit, l'inflation est en cours de ralentissement dans tous les pays de la zone euro, y compris en Europe du Sud. Et puis surtout de la distribution de revenus qui est permis par la bonne tenue du marché du travail. Et là, c'est très intéressant si on regarde le graphique de droite. Si vous prenez l'Espagne depuis le premier trimestre 2019 jusqu'au troisième trimestre 2025, il y a eu 2,3 millions d'emplois créés sur les 9,9 millions d'emplois créés au total dans la zone euro. Ça veut dire que vous avez
24% des emplois créés depuis début 2019 en zone euro qui l'ont été en Espagne, alors même que ce pays ne représente qu'à peu près 11% du PIB de la zone euro. Si vous prenez le cas du Portugal, alors bien sûr le Portugal est un tout petit pays finalement parce que c'est 1,8% du PIB de la zone euro, donc c'est le tout petit carré rouge que vous voyez en bas, mais 436 000 emplois créés, ça fait 4% des emplois créés en zone euro, à comparer à ce que je viens de vous dire, 1,8% du PIB de la zone euro. Donc vous avez une dynamique favorable, marché du travail qui se porte bien, distribution de revenus via la création d'emplois, donc versement de salaire, inflation modérée qui permet aux revenus réels de progresser, et donc une croissance qui est soutenue par la consommation. Par ailleurs, vous avez là une contribution importante de l'investissement. Alors là, il y a à nouveau deux ou trois facteurs, on va dire. D'une part, la dynamique intérieure dont on vient de parler, qui incite les entreprises à investir parce qu'elles ont de la demande. Deuxièmement, le fait que les baisses de taux auxquelles a procédé la BCE au cours des derniers mois se concrétisent dans des conditions de financement plus accessibles pour les entreprises et pour les ménages, ce qui les aide à investir. Et puis troisièmement, les fonds européens, dont on a parlé aussi pour d'autres pays précédemment, donc qui viennent aussi soutenir l'investissement dans ces pays. Donc, en résumé, une péninsule ibérique qui se porte bien, l'Italie, elle, qui reste un peu plus en retrait, qui doit encore gérer finalement ses problèmes un peu plus structurels, notamment sa dette publique importante. Alors, au-delà de la croissance, justement, tu parlais de dette publique. Est-ce que les finances publiques sont un facteur différenciant dans la capacité de résilience de ces pays? Alors oui, c'est encore un facteur différenciant et j'ai envie de vous dire que ici, le meilleur élève aujourd'hui, c'est le Portugal. Vous avez une dette publique qui se réduit fortement, hein. Vous voyez dans les petits bâtonnets l'évolution entre 2023 et 2025, avec une dette publique au Portugal qui approche des 90% du PIB. Quand vous regardez à droite, et il manque encore une petite courbe qui ne s'est pas affichée, Nathalie, l'évolution du solde public portugais. Vous voyez que le Portugal a été en excédent budgétaire public, donc une trajectoire des finances publiques excellente, et des fondamentaux économiques qu'on vient de voir très bons aussi. L'Espagne, elle, est dans une situation un petit peu plus différente. On a aussi une amélioration de sa trajectoire de dette publique, avec une réduction vers 100% de dette publique sur PIB en 2025, et trajectoire qui devrait se poursuivre, mais une amélioration de son déficit budgétaire qui est plus lente qu'au Portugal, qui pose un petit problème, c'est que cette amélioration, elle s'explique principalement par l'amélioration cyclique de la situation économique, c'est-à-dire que ce n'est pas grâce à un effort structurel que ces déficits ont été réduits, mais bien parce que la bonne tenue de l'économie permet d'engranger des recettes fiscales supplémentaires, des recettes budgétaires supplémentaires, de réduire les dépenses publiques stabilisatrices telles les allocations chômage avec l'amélioration du marché du travail, etc. Et donc, ça rend les finances publiques espagnoles un peu plus sensibles au cycle que dans le cas du Portugal. Concernant l'Italie, l'Italie doit gérer une dette publique très importante, 136% du PIB. Elle n'a pas encore réussi à stabiliser son déficit budgétaire, mais elle compte sur le fait que sa discipline budgétaire par le passé, elle montre qu'elle est capable d'engranger des excédents budgétaires primaires importants et donc d'avoir une discipline budgétaire importante. Et puis par ailleurs, elle compte en fait dans la période récente sur une stabilité politique qu'elle n'a pas connue depuis 1948. Le gouvernement de Giorgia Meloni est aujourd'hui dans le top 3 des gouvernements qui ont duré le plus longtemps depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est un peu sur les finances publiques. Et les marchés financiers, ils traduisent tout cela comment en termes de risque et de confiance?
Alors, avec tes graphiques magiques, là. Avec mes graphiques magiques, vous voyez sur les graphiques, on est allé trop vite. Oui. Le tableau en haut à droite, ça vous montre par exemple le Portugal qui aujourd'hui est noté au même niveau que l'Espagne, mais avec le fait que c'est le pays qui a connu la plus rapide amélioration de son rating parmi ces trois pays. Vous voyez par ailleurs que l'Italie, elle, à triple B+, se trouve 2 notes en moyenne en dessous du Portugal et de l'Espagne. Alors ça s'explique par son niveau de dette publique important. Mais c'est un cas intéressant, l'Italie, parce que dans une certaine mesure, les marchés sont rassurés finalement par sa stabilité politique. Et c'est ce que montre le graphique en bas à droite sur les spreads de taux souverains contre le Bund allemand. Vous voyez qu'on passe de mi-2022 à un spread de 250 points de base à l'arrivée de Giorgia Meloni, avec une grande inquiétude au départ des marchés sur ce que va faire ce gouvernement, et une convergence aujourd'hui vers les niveaux de spread de l'Italie et de l'Espagne. Alors on garde la hiérarchie, Italie avec le plus fort spread, puis Espagne, puis Portugal. Quand on regarde un petit peu l'ensemble des critères qui pourraient driver la confiance des investisseurs, que ce soit le rating dont on a parlé, les spreads de taux, le niveau de dette publique, les efforts structurels qui ont été faits, la croissance, les fondamentaux économiques. Donc, moi, je dirais que le classement, c'est le Portugal est meilleur dans pratiquement tous les domaines. Donc, c'est un bon investissement avec un rapport risque-rendement excellent. L'Espagne s'adresserait plutôt à des investisseurs qui finalement souhaitent avoir un pays avec des fondamentaux économiques solides et qui sont moins sensibles aux risques politiques. Il faut rappeler que l'Espagne n'a pas voté de budget depuis 2023 parce que le gouvernement est en minorité et n'arrive pas à faire passer ces lois. Donc là, le risque politique est un peu plus important qu'au Portugal et qu'en Italie. Et après, l'Italie, c'est le pays où les fondamentaux économiques sont plus faibles, mais où finalement, malgré la dette publique élevée, vous avez une histoire de passer finalement de discipline en termes d'excédent budgétaire primaire qui peut rassurer aussi un certain type d'investisseurs. Merci beaucoup, Jésus. Avant de conclure ce tour d'Europe avec Sylvia, juste un petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Q&A. Sylvia, quelle perspective pour toi, selon toi, pour le Royaume-Uni? La croissance, bonjour à tous. La croissance du PIB devrait être plus faible en 2026, avec une hausse de 1,1% après 1,3% en 2025. La consolidation budgétaire, les commerces mondiaux plus faibles, un marché du travail qui se modère, contribueront à ce ralentissement. Pour ce qui est des perspectives positives, l'inflation devrait ralentir pour se rapprocher de l'objectif d'ici le printemps de cette année, soutenant la consommation des ménages. Les marchés du travail devraient se détendre, mais sans basculer dans une crise majeure. Par ailleurs, la politique monétaire devrait devenir plus accommodante, ce qui devrait aider à soutenir l'élan économique et favoriser un rebond de la croissance en 2027. De plus, la politique budgétaire prévoit d'accroître les dépenses de protection sociale, atténuant partiellement l'impact à court terme de conditions budgétaires plus strictes. Du côté de l'inflation, ton scénario est celui d'un ralentissement à la cible au printemps. Pour autant, des dissensions persistent au sein du comité de politique monétaire. Pour quelles raisons? Oui, en effet, l'inflation mesurée par l'IPC devrait atteindre 12% au printemps de cette année, soit environ un an plus tôt que prévu. C'est grâce à l'effet des bases de hausse des prix administrés l'an dernier aux effets du budget de novembre. Exactement, lors de la réunion MPC de février,
4 des 9 membres ont voté en faveur d'une baisse des taux, principalement en raison des inquiétudes concernant un ralentissement du marché du travail. Ces membres sont plus confiants quant à la durabilité de la croissance, à la durabilité de la décélération de l'inflation de 2% en printemps. Et ils ont compte tenu du refroidissement de la croissance des salaires. Les autres 5 membres de la MPCE ont voté contre une baisse. Par exemple, Cupil a averti que le retour à l'objectif pourrait être temporaire et que l'inflation sous-jacente pourrait s'établir autour de 2,5% plutôt qu'à 2%, allant même jusqu'à suggérer que le taux d'intérêt actuel pourrait être légèrement trop bas. De même, Megan Green et Claire Lombardelli ont exprimé des préoccupations selon lesquelles les pressions salaires sont trop fortes pour que l'inflation retrouve durablement son objectif. Notre point de vue est que l'inflation, après être descendue vers 2%, pourrait rebondir quelque peu plus tard de l'année, alors que la croissance des salaires est encore quelque peu résistante. Cependant, l'affaiblissement du marché du travail est susceptible d'affaiblir progressivement la croissance des rémunérations. Il est noté que la croissance des salaires du secteur privé tourne autour de 3,4% au quatrième trimestre de l'année dernière, et ce chiffre n'est pas loin de 3,25% que la Banque d'Angleterre considère comme compatible avec un retour d'inflation à 2%. Globalement, nous observons même des risques que l'inflation puisse tomber en dessous de 2% l'an prochain si la croissance des salaires ralentit avec un certain mois en 2027, susceptible de flotter autour de 3% ou même en dessous. Selon toi, Sylvia, alors finalement, quelle devrait être la configuration du policy mix au Royaume-Uni? OK. Les ralentissements constatés du marché du travail devraient freiner la croissance des salaires, comme on a dit. Pris ensemble, ces dynamiques soutiennent notre avis d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire. Nous attribuons une probabilité élevée à 2 baisses de taux d'ici à août, avec une chance plus modeste mais significative d'une 3e baisse cette année. Le rythme de réduction est plus agressif que celle implicite par les attentes du marché, qui présage 2 baisses, mais un peu plus tard, vers la fin de l'année. Par ailleurs, la politique budgétaire sera de plus en plus resserrée. Le plan de consolidation budgétaire étant fortement rétropédalant, étant donné que le gouvernement a décidé d'accorder des dépenses à court terme par rapport au plan antérieur, dont l'objectif même de maîtriser le recours à l'emprunt à moyen terme et de sécuriser une marge de manœuvre budgétaire plus élevée vis-à-vis des objectifs fiscaux du gouvernement. Le chancelier a décidé de s'appuyer fortement sur les hausses d'impôts, s'élevant à 26 milliards de livres d'ici l'exercice 2029-2030. Celles-ci sont réalisées entre autres mesures, principalement par le gel des seuils d'imposition personnelle. Alors que la marge budgétaire par rapport aux règles fiscales était accrue à 2022 milliards de livres d'ici la fin de la horizon budgétaire, les mesures intérieures de la dette publique, à savoir la dette publique nette la dette publique nette hors Banque d'Angleterre, ne montre pas une amélioration de l'endettement public, comme vous pouvez le voir, comme le montrent les graphiques à droite. Merci Sylvia. Donc un policy mix qui sera globalement neutre finalement au Royaume-Uni. En conclusion, avant de passer aux questions, les perspectives pour l'Europe sont plutôt rassurantes à court terme, avec justement ce policy mix qui dans l'ensemble devrait être accommodant et des politiques européennes qui devraient favoriser la croissance des secteurs clés
et ce plan fiscal allemand qui constituera un élément moteur de la croissance, notamment grâce aux effets de spillover sur l'ensemble de la zone. Des risques seront présents et je voulais juste vous partager quelques chiffres en conclusion avant de passer aux questions. Alors, 62% des Européens voient l'adhésion à l'Union européenne comme positive pour leur pays. Ils sont seulement 11 à la considérer comme négative. Et 66% estiment que le rôle de protection de l'Union européenne contre les crises mondiales et contre les risques pour la sécurité doit se renforcer. Voici ma conclusion. Maintenant, je laisse Bastien animer la session de questions-réponses et il nous reste 0 minute, mais on va en prendre quelques-unes quand même. Merci Nathalie, merci beaucoup. Alors oui, on a eu quelques questions. Une, tu l'as dit Nathalie, hein, le plan fiscal allemand sera un élément fondamental pour la relance, en tout cas en Union européenne cette année. Également, on a une question importante sur l'aspect des réformes potentielles que doit mener la France. Alors j'imagine réforme économique qu'elle doit prioriser par rapport pour les années à venir afin de ne pas décrocher par rapport à ses voisins. Et j'aimerais aller au-delà de cette question, Adrien, comment est-ce qu'on peut combiner cette réforme avec le fait d'atteindre en tout cas un déficit à 3% d'ici 2030, qui est en tout cas un objectif que doit atteindre la France à moyen terme. Oui, merci Bastien, c'est une bonne question. Alors, le premier point quand même, c'est déjà de nuancer l'idée de décrochage. En tout cas, en termes de croissance, il n'y a pas de décrochage, puisque la croissance, je vous l'ai dit, 0,9% en 2025. C'est très proche de la croissance zone euro, hors Irlande, qui est de 1%. On a une croissance qui est plus forte que l'Allemagne, plus forte que l'Italie. Donc, pas de décrochage de la croissance. Ça, c'est le premier message. En revanche, et là, tu l'as bien montré, Bastien, dans la présentation, c'est qu'il y a quand même un vrai sujet sur les finances publiques et sur la nécessité de revenir à 3% de déficit public pour arriver à stabiliser la dette publique qui va augmenter au cours des prochaines années, puisque le déficit est supérieur au déficit stabilisant. Donc, quand on fait cet exercice, la question, c'est de regarder à la fois du côté des dépenses et des prélèvements obligatoires. Du côté des prélèvements obligatoires, on est à peu près à 43-44% du PIB et ils augmenteraient dans le budget puisque le budget 2026 porte largement sur l'effort, les 2 tiers de l'effort de consolidation budgétaire portent sur les recettes et 1 tiers sur les dépenses, en sachant déjà que la France est parmi les pays au monde à avoir la plus forte pression, le plus fort taux de prélèvement obligatoire. On se bat un petit peu avec le Danemark et avec la Belgique. Donc, en tout cas, on voit bien que du côté des prélèvements obligatoires, les marges sont limitées. Du côté des dépenses publiques, où on est vice-champion d'Europe derrière la Finlande, où on dépense 8 points de plus que nos voisins allemands, par exemple, on a fait un grand exercice de décomposition pour voir où est-ce qu'on dépensait plus que nos voisins. Et il y a 2 messages. Le premier message, c'est qu'on dépense plus partout. Bon, alors c'est pas forcément une mauvaise chose. Par exemple, on dépense plus en éducation, on dépense plus dans la défense, en tout cas jusqu'à récemment. Et ça, c'est plutôt des choses qui sont favorables. En revanche, là où on voit qu'il y a un écart extrêmement important, c'est notamment pour les dépenses de santé et de vieillesse, où on a un écart qui est très important. En gros, c'est la part du PIB consacrée aux retraites, qui est de l'ordre de 13-14% du PIB. C'est énorme, c'est comparable à la part consacrée par l'Italie, sauf que nous avons une démographie plus favorable. Donc, à mon sens, en tout cas, le débat sur les retraites et sur la part des retraites dans le PIB devrait être un point évidemment fondamental pour la prochaine élection présidentielle, mais aussi pour, de manière structurelle, arriver à revenir à 3% du PIB à horizon 2030. C'est possible, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé. En revanche, ça nécessite un effort de consolidation soutenu qui sera évidemment difficile dans un contexte de majorité fragmentée et d'élection présidentielle. Merci Adrien, merci beaucoup. Alors on a une question supplémentaire sur la réalisation ou non du plan fiscal allemand. Alors ça, pour le coup, je l'ai évoqué, c'est une hypothèse fondamentale de notre scénario, à la fois en Allemagne et par ricochet dans l'Union européenne. Donc j'ai pu évoquer en tout cas certains éléments qui nous laissent penser que ce dernier va plutôt se réaliser. Et nous, on est plutôt favorable à être optimiste sur ce plan fiscal allemand. Maintenant, on reste à voir si, en tout cas, sur les premiers mois de l'année, est-ce qu'on va avoir une matérialisation concrète dans les chiffres de production. Donc, c'est là où on va être assez attentif à l'avenir. Et peut-être pour Adrien, en 2 mots, est-ce que comment est-ce que la France pourrait bénéficier de ce plan fiscal allemand? Est-ce que tu as des chiffres à nous annoncer de ce point de vue-là? Oui, il y a une règle du pouce à retenir un petit peu, c'est que 1% de croissance supplémentaire
en Allemagne, et globalement, c'est ce que tu attends, Bastien, entre 2026 et 2025, c'est à peu près 0,1 point de croissance en plus pour l'économie française. Donc, ce n'est pas ça qui va faire la croissance française. Néanmoins, c'est clairement une bonne nouvelle pour la France et également pour les autres pays européens par effet d'entraînement. Merci beaucoup. On va donc terminer sur cette règle du pouce. Merci d'avoir suivi notre webinaire. Nous vous souhaitons une très bonne journée et nous ferons une session anglaise cet après-midi pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Très bonne journée.